Bonjour et bienvenue dans l'épisode 127 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlerons de perfectionnisme. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, interviews avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et d'apporter du mieux-être dans les pratiques et par ricochet chez les élèves aussi. Je propose des accompagnements en coaching, mentoring, analyse de pratique, bilan de compétences et formation et vous trouverez toutes les informations sur mon site mestrucsdecoach.fr. Dans cet épisode, pour aborder la question du perfectionnisme, je reçois au micro du podcast Gaëlle Massé, qui est coach de vie et qui est également l'hôte du podcast Génération Perfectionniste. Bonjour Gaëlle. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode et de partager, d'échanger même avec toi sur ce sujet. Plaisir partagé. Est-ce qu'avant de commencer, tu veux bien te présenter à notre auditoire ? Alors, je suis Gaëlle Massé, en effet. Je suis une perfectionniste en rémission. Le perfectionnisme, c'est un sujet que je connais bien. Et j'ai d'autres casquettes, évidemment. Je suis professionnellement une ancienne manager. Je suis coach. J'interviens aussi aujourd'hui dans l'univers pédagogique professionnellement. Et puis, je suis aussi une maman de 3 enfants. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que le perfectionnisme, c'est devenu un peu ton sujet de prédilection, en tout cas dans le cadre de ton podcast ? Alors en fait, je me suis lancée, on va dire, dans une phase d'introspection il y a un peu plus de 3 ans. Et quand j'ai fait ce travail sur moi, j'ai compris que le perfectionnisme jouait un rôle important dans les événements que je vivais, dans ma façon de réagir. Et j'ai eu envie, en fait, de creuser un peu plus ce sujet en me faisant accompagner par une coach. Et quand je suis partie en reconversion pour justement devenir coach moi-même, eh bien, j'ai trouvé que ce serait un angle intéressant de pouvoir apporter, moi, ma connaissance du sujet, mon expérience aussi, pour pouvoir accompagner le plus grand nombre sur ce sujet qui, je pense, est un sujet fort d'actualité, à pas mal de niveaux. Je suis complètement d'accord. Est-ce que toi, tu as déjà accompagné des profs, des professeurs, des enseignants, des formateurs ? Oui, alors j'accompagne actuellement, en effet, une prof. Je la salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast. Après, c'était vraiment ouvert, on va dire, à n'importe qui que le perfectionnisme les touche d'ailleurs dans leur vie professionnelle et ou dans leur vie personnelle, leur vie familiale, amicale. Parce que quand le perfectionnisme est présent, en général, il frappe à toutes les portes. Et j'ai également accompagné jusque-là des consultants, des infirmières, des journalistes. Vraiment, on est sur des métiers hyper variés. Donc, c'est très riche. C'est vrai que le perfectionnisme, c'est pas vraiment une compétence professionnelle. Comme tu dis, ça peut toucher tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'il y a des invariants dans la manière dont ça se révèle dans la vie des gens, dans parfois peut-être les conséquences, et puis aussi dans comment on va pouvoir essayer de chanter ce perfectionnisme ou de faire avec, en tout cas, et de l'apprivoiser. Parce que je pense que c'est peut-être plutôt ça, de se dire comment on peut apprivoiser notre perfectionnisme et en faire un peu notre ami, quoi. Oui, complètement. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens à différents niveaux et que c'est un sujet aussi qui est parfois un peu mal compris parce que le perfectionnisme, dit comme ça, on pense juste que les perfectionnistes, ce sont des gens qui veulent vraiment bien faire les choses, qui ont le souci du détail, qui sont exigeants et que c'est plutôt positif et une qualité. Mais quand on creuse un peu les choses, on se rend compte que le perfectionnisme, ça vient quand même du mot perfection, que la perfection, c'est un idéal qui est construit par notre cerveau
mais que ça n'existe pas en fait. Donc chaque cerveau humain interprète cette idée de perfection par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, aux codes aussi sociétaux qui l'ont accompagné durant toute sa vie. Et en fait, cette quête de la perfection, c'est une quête qui ne s'arrête jamais et donc qui est vaine. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Courir après le perfectionnisme, c'est une course vaine parce que la perfection n'existe pas. Et si on reste sur cette course, eh bien on ne s'arrête jamais. Et il y a donc des conséquences derrière qui peuvent être assez préjudiciables pour nous les êtres humains. Parce que dans ce que tu dis, je partage l'idée de cette course vaine parce que il y a l'idée que le perfectionnisme, en fait, il n'a pas de taquet. On a l'impression qu'on veut atteindre quelque chose et donc on se donne toujours plus loin, mais plus on avance vers la perfection, plus la perfection, elle recule. Et donc, la perfection, c'est une représentation, c'est un fantasme, en fait, qu'on a et dont on n'a pas déterminé les critères, en plus. C'est tout à fait ça. En fait, cette perfection, je dirais que c'est un mélange de ce qui est véhiculé par la société, parce qu'il y a quand même aussi des injonctions et des idées assez fortes véhiculées par la société. Donc c'est un mix de ça et un mix de ce qu'on a reçu dans notre éducation et du milieu dans lequel on a baigné. Et en fait, le cerveau fait en effet créer une espèce de recette de ce que veut dire la perfection avec un mélange de tout ça en se disant maintenant faut y aller, faut atteindre ce Graal un peu imaginaire sans vraiment nous laisser de répit et nous permettre de nous poser 2 minutes en se disant mais c'est quoi en fait? Après quoi je cours? Et comme tu le disais justement, la grosse problématique du perfectionnisme, c'est qu'on va atteindre un seuil à un moment donné, donc on va atteindre un objectif ou bien on va terminer une tâche, mais le cerveau, il va tout de suite aller voir l'objectif ou la tâche suivante. Donc la course ne s'arrête jamais. Ouais. Et moi, je l'ai vécu ça quand j'étais enseignante en classe, et encore aujourd'hui, tu vois, quand tu dis que tu es une perfectionniste en rémission, je pense que quand on a cette tendance, parce que c'est vraiment une tendance, en fait, le perfectionnisme, un mode de fonctionnement vers lequel on tend plus ou moins fréquemment, et cette idée de rémission, c'est cette idée que une fois qu'on a pris conscience qu'on l'était, on va toujours avoir besoin d'être vigilant à ne pas retomber dans cette tendance. Et donc quand on est enseignant, le perfectionnisme, il va se traduire à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'il va se traduire au moment où on prépare sa classe, dans la création des supports, la création des séances. Parfois, je me souviens d'une coachée, par exemple, qui culpabilisait de ne pas faire les choses elle-même. Donc, dès qu'elle prenait quelque chose qui était déjà fait, déjà pensé par quelqu'un d'autre, elle culpabilisait en se disant elle n'est pas parfaite, avec des guillemets, si elle n'a pas fait les choses elle-même, ou alors ce détail du support et où on trouve plus vraiment la limite en fait entre ce qui est de l'exigence et de l'exigence qui nous amène à faire les choses avec investissement et qualité, et de ce qui est de l'excès. Et d'ailleurs, dans la définition de perfectionnisme dans le dictionnaire, c'est vraiment cette tendance excessive à rechercher la perfection. Donc c'est cette idée d'excès, et en réfléchissant, moi je me suis dit, ça me faisait penser, alors je suis pas hyper matheuse, mais je me souviens au lycée de la courbe de Gauss, tu vois, où finalement ça augmente, et puis à la fin ça diminue, et ça me faisait penser justement à l'efficacité, tu vois, à l'efficacité qu'on peut avoir avec cette exigence, c'est-à-dire qu'on a l'illusion que plus on va augmenter notre exigence, plus on va aller vers la perfection, alors qu'en réalité, au bout d'un moment, il y a une perte d'efficacité, c'est-à-dire que l'exigence, il y a un certain niveau d'exigence qui nous fait nous dépasser, faire les choses correctement, et dans l'idée de cette courbe, plus on augmente notre niveau d'exigence, plus au final, on va finir par perdre en efficacité. Oui, tout à fait. Non, je te rejoins. En fait, ce que tu dis, c'est juste
parce que ce qui, pour moi, caractérise les perfectionnistes, c'est que pour eux, tout est important. C'est-à-dire que un enseignant perfectionniste, je pense qu'il s'imagine qu'il doit exceller sur tout et tout le temps. Ouais. Et le problème, il est là, parce que c'est ok d'exceller, c'est ok d'être très bon et d'être exigeant envers soi sur la qualité du travail qu'on va donner. Bien sûr que c'est ok. Enfin, moi, je suis une perfectionniste en rémission, mais je l'ai pas perdu, cette envie d'être juste, d'être bonne dans ce que je fais. Mais c'est irréaliste de penser qu'on peut exceller tout le temps et surtout. Parce qu'on n'est pas des robots, on reste des êtres humains, avec des périodes où l'énergie va fluctuer, des périodes où on aura moins de temps aussi, moins de temps à consacrer aux différentes choses qu'on a sur notre to-do list. Et pour moi, c'est vraiment important, je pense, de réfléchir à ces attentes un peu irréalistes, alors qu'à notre cerveau, mais qu'à parfois la société aussi. Voilà, en mode, il faut être bon partout. Enfin, je veux dire, il faut être bon professionnellement, il faut être un excellent parent, il faut que nos enfants réussissent, il faut que socialement on soit aussi frais et dispo tout le temps. Pour moi, il y a vraiment un besoin de challenger ces attentes qui viennent directement de la société. Et il y a besoin de challenger ce qu'on décide nous de faire, c'est-à-dire qu'on doit décider ce qui est important. Parce que si on laisse notre cerveau en roue libre, il reste dans cette course où tout est tout le temps important et où il faut toujours faire tout avec la même intensité. Et à ça s'ajoute à la fois ce qui est important pour nous et nos exigences qu'on s'impose et les exigences imposées par les autres, par l'institution, par les programmes, par les parents. Par les parents. Et donc, c'est une espèce d'amas d'exigences qu'on ne questionne pas. Et comme tu dis, c'est aussi le fait de se dire tout partout, la toute exigence, on va dire, ou la perfection dans tous les domaines. Alors que, et ce que je disais par rapport à cette idée que plus on rajoute d'exigences, plus finalement, en fait, on perd aussi en efficacité. C'est que le temps n'est pas extensible, les journées ne sont pas extensibles, et qu'en fait, tout ne rentre pas de toute façon dans 24 heures, et que plus on essaye d'en faire, plus on en fait, plus on met des choses importantes, même parfois, vitales pour notre mental et notre bien-être, en tout cas, de côté. Et le risque, c'est ça, quoi. C'est tout à fait ça. Pour moi, il y a deux risques. Enfin, il y en a encore plus, mais on va dire qu'il y a deux grandes familles. C'est en effet et qui sont des conséquences directes, en fait, du perfectionnisme à l'excès. C'est le temps qu'on passe à faire les choses, parce qu'un perfectionniste a beaucoup de mal à s'arrêter. Il va donc passer des heures à préparer son cours, à préparer un compte-rendu pour les parents ou une présentation, une conférence. Et ça va être, en deuxième temps, l'énergie, en fait, qu'on y laisse. Parce que c'est épuisant d'être au taquet tout le temps, à 200%. D'où, je le disais tout à l'heure, cette importance de faire des choix. On n'a pas le choix que de faire des choix, si on veut réussir à s'extraire de ce perfectionnisme. Il n'y a personne qui va venir nous le dire ou le faire à notre place. Et c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Parce que, moi, je me souviens, il y a encore, je dirais 4-5 ans, de l'environnement professionnel où j'étais, des collègues qui me disaient « Vas-y, maintenant, rentre chez toi. Enfin, t'en as fait assez pour aujourd'hui. » Mais je les écoutais pas, en fait, parce que moi j'estimais qu'il y avait encore beaucoup à faire. J'étais tellement impliquée que je voyais pas pourquoi il fallait s'arrêter. Donc c'est vraiment arriver à prendre conscience déjà que peut-être tout le temps qu'on passe et toute l'énergie qu'on y laisse, la cause première c'est notre perfectionnisme, et ensuite faire ce pas de côté et réussir à se voir faire, en fait, quand on est en plein dedans. Ouais. Là, tu vois, quand tu parlais, ce qui m'est venu, c'est
cette vision de l'urgence quotidienne quand on est enseignant. Quand t'enseignes, ton exigence, elle est pour le lendemain. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de ne pas envisager ton lendemain et tu peux pas le différer. Chaque jour est une nouvelle urgence. Hein. T'as toujours cette exigence, elle revient chaque soir. Et chaque soir, t'es face à ce temps de préparation, ce niveau d'exigence que tu te mets, c'est pour demain, donc tu vas au bout et tu te dis que, là je suis dans ce qu'on se dit en tant que, tu vois, la perfectionniste en classe le soir, voilà, tu te dis que ce sont des pensées, c'est demain et que c'est comme ça, et donc il faut que j'aille au bout ce soir de ma tâche, de ce que je me suis fixé et de faire encore mieux, et ça recommence tous les jours, quoi. Ouais. Alors pour moi, il faut réussir en effet à prendre du recul, tu vois, par rapport notamment à cette notion de temps, en se disant la veille au soir, demain c'est une nouvelle urgence. Je pense que même le vocabulaire choisi, il est hyper important. Parce que c'est quoi l'important au final ? Moi je me dis, l'important pour un enseignant, c'est d'être présent devant sa classe. Ça, c'est la première importance. Tu vois, plutôt que de l'appeler une urgence, je dirais c'est la présence en classe. Ce qui s'applique à n'importe quel job, en fait. C'est être présent à son travail. On va dire que c'est le premier point important. Et ensuite, il y a derrière comment j'ai envie d'occuper ce temps. Et dans le cas d'un enseignant, comment est-ce que j'ai envie de partager avec mes élèves ? Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre ? Sur quoi j'ai envie de faire le focus ? Et je pense que on doit vraiment réfléchir en mode prise de recul, alors peut-être déjà par semaine, par mois, par trimestre. Alors bien sûr ça se met en place, mais l'organisation du temps, je pense qu'elle est essentielle pour pas, en tant qu'enseignant, je me mets dans les baskets d'un enseignant, pour pas qu'il se dise chaque veille au soir... en mode, tu vois, poids à l'estomac, demain j'ai encore ça qui est urgent et sur lequel je dois être là, quoi. Ouais, il y a la question de l'organisation et de l'anticipation et de la planification qui va permettre d'amoindrir, de diluer dans le temps les tâches et de pouvoir se rassurer sur l'organisation. Parce que finalement, quand on est dans cette urgence, on est dans une situation de stress, et du coup, dans ces situations-là, le perfectionnisme, il vient taper encore plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu de nous laisser relativiser, trier, comme tu disais, calmement se dire bon voilà, j'ai ça, ça, ça et ça, c'est aussi des situations dans lesquelles on va, quand on est sur une tendance perfectionniste, se perdre encore plus dans le détail et dans le surdétail, et la fatigue n'aidant pas, nous pousse encore plus vers cette quête du perfectionnisme et nourrit aussi ce sentiment d'insatisfaction. Complètement. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de la définition du perfectionnisme. Donc derrière le perfectionnisme, il y a en effet l'excès. Et le perfectionnisme traduit également des peurs. Donc si on est perfectionniste, c'est pas uniquement parce qu'on veut bien faire les choses, c'est parce qu'on a surtout peur de mal faire. On a peur d'être jugé par les autres, on a peur de pas être légitime. Il y a souvent derrière, tu vois, un manque de confiance en soi qui va surgir de nulle part, ou même un manque d'estime de soi. Hein. Je vais jusque-là parce que les perfectionnistes, régulièrement, mettent en doute leur valeur intrinsèque en tant qu'humain, en se disant je suis pas à ma place en fait. C'est d'autant plus important de faire attention aux histoires qu'on se raconte. Moi c'est souvent ce que je dis. Quelles histoires je me raconte là par rapport à ma journée de demain ? De quoi j'ai peur réellement ? C'est important de se questionner là-dessus et en parallèle de se raccrocher à ce qu'on sait faire. On n'est pas enseignant depuis 48 heures. On est enseignant parce que on a passé des étapes, on a eu un diplôme, on a peut-être des années d'expérience derrière nous, et ça, faut s'y raccrocher. Alors parfois, ce qui va être challenging, et là je pense à une amie qui est enseignante,
Je sais qu'elle a été, elle, très challengée à un moment donné où elle a changé d'école. Donc il a fallu du coup reconstruire des relations avec l'équipe, avec la direction, avec les parents. C'était dans un autre coin de la ville, donc elle connaissait pas bien le quartier, etc. Donc ça, c'est challenging, mais ça n'enlève en rien ses capacités et ses compétences d'enseignante. Donc c'est super important quand on est comme ça sur une période où on est un peu en risque, parce qu'il y a quand même de la nouveauté, de se raccrocher à ce qu'on sait faire et à ce qu'on a déjà fait. Parce que le naturel, il revient. Faut pas douter de ça, en fait. C'est aidant, en tout cas, de pouvoir faire le point, d'être conscient aussi de ça, de ce qu'on sait faire, de nos capacités, de se les rappeler régulièrement et de se raccrocher, comme tu dis, à ça, pour dire, mais en fait, je vais être capable de. Et je pense aussi dans ces situations où on veut aller encore plus loin, préparer encore plus, etc., c'est aussi un outil de se dire, et même si tout n'est pas parfait, là, même si j'ai pas tout anticipé, j'ai ces compétences pour pouvoir rebondir, pour pouvoir m'adapter et pour pouvoir gérer la situation quand même. Complètement. Il y a une nuance à laquelle j'aimerais bien réfléchir avec toi. J'aimerais bien qu'on pense à comment trouver la juste posture, la nuance, l'équilibre entre l'exigence et le perfectionnisme. Comment on va vers quelque chose de plus optimal qui pourrait être de l'optimalisme ? Alors, c'est en effet une très bonne question. La première chose, déjà, c'est de prendre conscience que c'est peut-être le perfectionnisme, en fait, qui joue un rôle dans nos façons de faire, dans notre fatigue, dans le temps qu'on passe à faire les choses, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier point. Ensuite, je dirais, c'est vraiment important de savoir où on veut mettre le curseur. J'ai parlé de choix tout à l'heure. Dès lors qu'on veut mettre le perfectionnisme à distance, il va falloir faire des choix. Il va falloir choisir justement ce qui compte le plus à un moment T sur une tâche T. Décider combien de temps on veut y passer, décider à quel moment est-ce qu'on estime que ce sera suffisamment bon, parce que l'idée c'est ça en fait. On veut aller au bout de notre mission, mais on a envie d'avoir une vie aussi en général à côté. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire que ce que j'ai fait, c'est suffisamment bon. J'ai fait au mieux en fait. J'ai fait au mieux. Alors déjà, se dire qu'on passera jamais non plus de l'autre côté du perfectionnisme. Il y a des gens qui, je crois, ont peur de lâcher leur façon de faire, parce qu'ils croient que derrière, il y aura de la médiocrité, il y aura du jean-foutisme, tu vois. Alors que, sincèrement, un perfectionniste, il est incapable d'être jean-foutiste. Donc déjà, je veux rassurer les personnes qui nous écoutent par rapport à ça. Mais le challenge, ça va vraiment de faire équipe avec soi-même, tout en acceptant de lâcher un peu certaines choses. Et moi, il y a une question que j'aime bien me poser de temps en temps, quand je suis un peu perdue justement et que, comme je le disais tout à l'heure, tout semble important, c'est de me dire, si je me projette dans 5 ans, qu'est-ce qui comptera vraiment en fait par rapport à ce truc que je suis en train de faire ? Et souvent, ça fait redescendre la pression et redescendre aussi l'importance qu'on donne justement à ce qu'on est en train de faire. Ouais. Moi, dans ce que tu viens de dire là, j'aime bien l'idée du curseur parce que c'est une image que j'utilise beaucoup sur plein de choses. Tu vois, je prends souvent l'image de la table de mixage où on peut jouer avec les réglages et cette idée qu'il n'y a pas un réglage qui soit tout le temps valable dans toutes les circonstances et qu'on soit en mesure de jouer avec. Et dans cette idée de réglage, si on prenait un réglage du coup sur la question du perfectionnisme, comme tu dis, il n'y a pas en haut le perfectionnisme et en bas le je m'en foutisme, mais c'est plutôt une question d'excès. Donc d'un côté à l'excès c'est le perfectionnisme, mais en fait peut-être que en bas ce serait plutôt l'exigence ou l'efficacité, comme on se disait tout à l'heure, et c'est de pouvoir régler et donc sortir de cette binarité soit je suis perfectionniste, soit je suis complètement tir au flanc, mais plutôt de se dire en fait quand je suis
dans le perfectionnisme, je suis vraiment dans un excès qui me nuit et que si je le diminue, je diminue pas je diminue pas la qualité. Tout à fait. On va être plutôt dans une recherche d'exigence saine ou d'optimalisme. Je sais que c'est un mot sur lequel on a déjà échangé. C'est un mot qui est complètement adéquat. C'est vraiment cette idée de faire les choses de façon optimale, mais en sachant s'arrêter pour ne pas y laisser nos soirées et notre santé surtout. Ouais, ce que j'aime bien derrière ce mot d'optimalisme, c'est que si on cherche quelque chose d'optimum et qu'on agit de façon optimale, on est dans les deux dimensions, c'est-à-dire que on cherche l'exigence, mais on cherche aussi à ne pas outrepasser nos réserves, nos ressources, notre énergie, et à faire la juste dose d'effort, la juste dose d'exigence pour pouvoir atteindre l'état désiré et atteindre ce qu'on veut, nos objectifs. Et ça me fait rebondir sur la deuxième chose dont tu as parlé, et c'est souvent en coaching ce que je dis aux personnes que j'accompagne, mais en fait, c'est de déterminer quand est-ce que je serai content, quand est-ce que je serai satisfait, quels sont les critères de réussite de cette tâche. Et de prendre ce temps, tu vois, j'ai un épisode dans le podcast qui s'appelle prendre un temps de sas, ce temps de pause avant d'être dans une tâche, avant de commencer quelque chose, de prendre ce temps de définir, comme tu disais, le temps qu'on veut y passer, et surtout, quand est-ce que la tâche s'arrête, à quel moment je suis satisfait. Si je suis en train de préparer ma séance, par exemple, si je me dis que je veux y passer 2 heures, déjà je me mets d'accord avec moi-même pour y passer 2 heures, pour me dire combien de temps je veux y passer, mais surtout, à la fin des 2 heures, qu'est-ce que je veux avoir ? Parce que ça permet d'avoir aussi un repère pour pouvoir se dire, non mais là je suis déjà dans le trop, je m'étais dit que je m'arrêtais là, ça c'est du plus, je peux m'arrêter, je suis pas obligée de le faire. Je serais satisfaite si j'ai mon objectif, ma consigne, mon exercice, ma modalité, et puis voilà. Ouais, et parfois on a du mal en fait à se l'appliquer pour soi. On a beau en avoir envie, c'est vraiment difficile de se fixer des limites. Alors, il y a plein d'outils de gestion du temps, de façon de travailler aussi pour avoir l'attention, focus et pas déborder, etc. Mais moi, une idée que j'aime bien, c'est d'arriver à se dire, si j'avais, je sais pas, un stagiaire qui travaillait avec moi et que je lui demandais de faire les choses à ma place, qu'est-ce que je lui demanderais ? Qu'est-ce que je lui demanderais de raisonnable en fait ? Je lui dirais, tiens, tel cours, tu dois le préparer, ça doit te prendre à peu près tant de temps. Et à la fin, tu dois avoir tel et tel point en livrable. Ça permet de cadrer, je trouve aussi. De se dire, voilà, là je sors un peu de mon corps et de ma tête et j'imagine que je demande la même chose à quelqu'un d'autre. Et souvent, on réalise qu'on serait beaucoup moins dur, en fait, en demandant à quelqu'un d'autre. J'adore l'idée. C'est aussi une manière d'être indulgent avec soi, comme on le serait assez naturellement avec quelqu'un d'autre. Ouais. J'ajouterais, tu vois, une autre idée aussi à garder en tête, c'est que bien souvent, les perfectionnistes, ils ont aussi ce besoin de contrôle sur les choses. Et je voudrais rappeler qu'on n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Là, je sais, avec l'enseignante que j'accompagne, justement, elle a à cœur, en fait, que les élèves qu'elle accompagne réussissent. En fait, c'est ça son objectif. Souvent, l'échange tourne autour de ce qui dépend d'elle et de ce qui ne dépend pas d'elle. C'est-à-dire qu'il y a en effet nos actions, le travail qu'on va accomplir, l'énergie qu'on va y laisser, mais on n'est pas tout seul en fait dans l'équation. Quand on est enseignant, c'est la part de responsabilité des autres, les autres étant l'élève, parfois aussi la direction de l'école en fonction de choses qui peuvent être mises en place, les parents aussi. Tout cet environnement, ça joue un rôle important dans la réussite de l'élève. Et puis j'ajouterais même la scolarité. On n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a les enseignants d'avant et il y a les enseignants d'après.
Exactement. Et moi, je trouve que... parce que quand on est perfectionniste, on pense qu'on a un peu cette cape de super sauveur où on doit justement éteindre tous les feux et où la réussite, en gros, c'est la seule solution au bout du chemin, tu vois. Mais il y a tellement d'autres paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte dans la réussite d'un élève. Vraiment, je voudrais aussi rappeler ça, c'est de dire que la réussite des jeunes, elle ne dépend pas que de vous. C'est chouette de mettre de l'énergie et d'être impliqué dans ce qu'on fait, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'autres critères qui entrent en jeu dans la réussite d'un élève. Donc je pense que c'est important aussi de relâcher ce besoin de contrôle à outrance qui même nous pousse parfois à y passer un temps fou. Ou même à dépenser plus de ressources, qu'elles soient physiques ou même parfois pécuniaires, plus de ressources que ce qu'il est raisonnable de dépenser. C'est ça. Alors qu'on a, pour moi, on a un cadre donné avec des gens en place, une structure en place, des moyens aussi, comme tu le dis. Et l'idée de l'enseignant, on va dire, c'est de faire au mieux avec justement cet environnement. Même si c'est vrai que parfois c'est frustrant et ça peut générer un sentiment de frustration ou d'impuissance ou d'insatisfaction. Mais ce que tu dis là, c'est hyper important et c'est vrai que moi aussi en coaching, on va souvent relativiser ça. En tout cas, c'est de se dire tout ne repose pas sur moi. Tout ne m'incombe pas. Et je fais avec ce que j'ai, avec ce qu'on me donne, avec ce qu'il y a, avec mes ressources personnelles, et qu'en plus ça peut varier. Le niveau d'énergie, d'exigence, de disponibilité des uns et des autres n'est pas tout le temps le même, et que c'est ok aussi si c'est pas tous les jours à la même hauteur. Ouais, tout à fait. Après, tu vois, ça veut pas dire qu'il faut pas se battre, je pense, pour certains sujets qu'on a envie de défendre ou lorsqu'on, en tant qu'enseignant, on veut voir les choses bouger aussi. Moi, je sais que, pour le coup, en tant que parent, j'ai été, et je suis encore super contente de trouver sur le parcours de mes enfants des enseignants qui sont hyper dispo, qui vont essayer de bouger les lignes, tu vois, pour peut-être accompagner l'un de mes enfants qui a été plus en difficulté ou autre. Et ça, mais c'est tellement précieux. Moi, ça m'a beaucoup marqué, ces échanges avec certains enseignants en tant que maman. Mais j'ai conscience aussi de la limite en fait qui est donnée à l'équipe enseignante. En fait, c'est encore une question de réglage, c'est-à-dire c'est pas tout ou rien et c'est oui se battre, oui aller au bout de ce qu'on peut, etc. sans y laisser ses plumes non plus. Et donc c'est faire au mieux en fonction de ce qu'on peut quoi. C'est exactement ça. Il y a un autre aspect du perfectionnisme dont on n'a pas encore parlé, c'est en tout cas pas en ces termes, c'est le rapport à l'erreur et de s'autoriser les erreurs et de redonner de la place à l'erreur. Oui, c'est très juste. C'est vrai que le rapport à l'erreur est assez déformé puisque là encore, pour eux-mêmes, ils ne sont pas super tolérants en fait sur les erreurs qu'ils peuvent accomplir. Alors que quand il s'agit d'une amie ou de sa sœur ou autre, le regard qu'on va porter sur l'autre qui a fait une erreur, il n'est pas du tout le même. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas des robots, on n'est pas programmé pour exceller tout le temps. Les erreurs, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre chemin aussi de construction professionnelle. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité aussi sur le fait que on n'est pas tout puissant, c'est ce que je disais. Et que les erreurs, c'est normal d'en faire. Après, il faut souhaiter aussi avancer et évoluer dans un environnement où l'erreur est permise, parce que ça, c'est un autre sujet. Il y a parfois des environnements assez toxiques où on va nous balancer un peu nos erreurs en face. Et ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il faut être capable aussi de le voir, ça, parce que ça arrive. L'erreur, elle est humaine. Il n'y a pas à avoir honte de se tromper, de faire moins bien une fois ou une autre, en fait. On est là aussi pour progresser. Et puis, je pense aussi qu'il y a le fait
de travailler sur sa représentation de l'erreur et son vécu, c'est-à-dire comment presque faire développer une culture de l'erreur, en tout cas de même apprendre à les apprécier. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé personnellement, c'est-à-dire alors, on n'enlève pas le vécu émotionnel désagréable sur le moment, quand on fait une erreur, etc. C'est pas le fait de se réjouir à tout va de son erreur, mais de réussir à l'apprécier quand même, à lui trouver un aspect positif et à en dégager un apprentissage. Et je trouve que ça change le vécu. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas forcément content de soi quand on se trompe, mais de réussir à dépasser ça et de se dire « Ok, bon... » Maintenant, du coup, qu'est-ce que ça m'apprend et comment je le transforme ? Ce moment de débriefing avec soi, comme l'importance du débriefing d'ailleurs avec les élèves en cas d'erreur, de ne pas rester juste sur le constat en fait, des erreurs, mais vraiment d'apprendre à systématiquement, et c'est vraiment une discipline, je trouve, qui s'apprend, de se voir, tu disais tout à l'heure de se voir faire, c'est exactement ça, quand tu te vois faire, quand tu te vois vivre l'erreur, tu te vois commencer à t'auto-flageller parce que tu as fait une erreur, et ben de réussir à prendre le contre-pied et te dire ok, bon, j'ai fait l'erreur, c'est pénible, c'est désagréable, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Oui, tout à fait. C'est essentiel en effet d'être en mesure moi j'appelle ça se parler gentiment, et vraiment changer de regard sur cette erreur qu'on a faite. C'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on ne vaut rien, qu'on est nul. Voilà, c'est pas blanc ou noir comme on disait tout à l'heure. On est des êtres en progression. Alors c'est dur, c'est sûr, ça montre une part vulnérable de nous-mêmes, mais la vérité, même si la société voudrait parfois nous faire croire le contraire, c'est qu'on est des êtres faillibles, on est des êtres vulnérables, qui faisons des erreurs, qui ressentons des émotions par rapport à tout ça, et ça c'est juste normal. C'est normal et c'est même nécessaire, quoi. Une erreur, l'avantage c'est que systématiquement on apprend quelque chose. Oui, c'est ça. Peut-être que ce qui est pas évident aussi, je pense, à la position des enseignants, c'est que contrairement à l'organisation dans une entreprise, on va dire, plus classique, il n'y a pas tant de feedback que ça, en fait, sur le travail qui est réalisé. Alors que moi, l'environnement où j'étais auparavant, j'avais un N+1, N+2, il y avait des échanges réguliers, on me disait ça tu l'as bien fait, ça faut le faire différemment, alors que dans l'enseignement, c'est bien différent. Et ça, je veux bien croire que ça peut manquer à un moment donné. Donc je pense qu'il faut trouver des façons de contourner ça et de réussir soit à se faire son propre feedback, soit peut-être à, je sais pas, échanger avec des pairs, s'associer. Je repense à mon amie enseignante, je sais qu'elle bosse souvent avec une autre collègue et qu'elle se challenge toutes les deux et que ça les motive beaucoup en fait dans le fait d'avancer, justement, d'avoir le regard extérieur de quelqu'un, parce qu'en fait c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin... Enfin, l'être humain, il est sur Terre aussi pour appartenir au groupe. Il a besoin de ce sentiment d'appartenance. Donc, on a besoin du regard, en fait, à un moment donné, de quelqu'un qui va nous dire « c'est bien ce que t'as fait ». Et c'est ok, c'est complètement normal, il n'y a pas de honte à avoir besoin de ce regard et de cette validation. Donc, peut-être, et c'est vrai que c'est challenging dans l'enseignement, peut-être qu'il faut aller chercher cette validation auprès de certaines personnes, parce que... ça nous fait avancer aussi, je crois. Ouais, d'aller chercher du feedback et de voir où on peut le trouver et de l'accepter aussi. Dans l'épisode 125 ou sur l'estime de soi, on en parlait avec Laetitia Dalicieux. Mais par rapport à ce que tu disais sur ce feedback dans l'éducation nationale, ou quand on enseigne, qui est un peu trop rare, ça peut peut-être... jouer aussi sur le perfectionnisme, c'est-à-dire que comme il est rare, les fois où on va avoir un rendez-vous de carrière, etc., on se met un peu parfois dans un état d'esprit un peu fixe, de se dire faut que je prouve quelque chose à ce moment-là, parce que c'est le seul moment où on va venir me voir. Et donc du coup, quelque chose qui peut-être nous fait moins accepter l'erreur si on n'y prend pas garde, en tout cas, entretient ce regard critique pas constructif dans notre vécu de l'instant. Oui,
Ça me fait penser, tu vois, à ma cliente justement qui a eu son entretien de carrière il y a quelques semaines et on en avait discuté ensemble parce que j'imagine que ça peut en effet vite prendre des tournures où ça prend beaucoup de place dans la tête. J'essayais justement de lui dire quel est le message clé en fait que toi tu as envie de passer, qu'est-ce que tu as envie que la personne elle retienne de toi. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième, c'était avec quelle émotion tu as envie d'aborder cet échange. Voilà, ce qui est ressorti, c'est que c'était la confiance. Elle avait envie de se sentir, elle, confiante déjà dans ses compétences, dans sa capacité à bien gérer ses classes et pouvoir transmettre cette confiance pour que la personne en face comprenne qu'elle faisait bien les choses, qu'elle les faisait suffisamment bien. Ça peut peut-être aider aussi ces pistes. Ouais, et c'est vrai que sur l'accompagnement au rendez-vous de carrière, moi que je fais souvent en coaching et parfois même en mentoring, mais c'est vraiment... Il y a vraiment là, c'est le moment où le perfectionnisme des gens se démultiplie, justement par rapport à cette évaluation, enfin c'est vécu comme une évaluation, etc. Et où du coup les gens se mettent en difficulté à surdétailler, à aller chercher à être parfait sur sur plein de dimensions différentes, en oubliant ce que tu dis là, qui est hyper juste, en oubliant ce qu'ils font déjà bien, pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont envie d'être et de montrer qu'ils sont. Et il y a parfois du coup une distorsion, une grosse différence entre au final ce qu'ils montrent de leur pratique et de l'enseignant qu'ils sont à ce moment-là et ce qu'ils sont en réalité. Ouais, c'est ça en fait. Le cerveau s'emballe, il veut être sûr qu'on va donner toutes les infos, comme tu disais, rentrer dans le détail, déverser un peu toutes les actions qu'on a entreprises sur une période, alors que on le sait déjà dans un échange, l'interlocuteur il ne retient qu'une partie de ce qu'on a dit. Donc autant préparer cet échange en se disant qu'est-ce que je veux qu'il retienne en fait. Et travailler ces points-là et se faire confiance en se disant que il y aura de la matière pour apporter des éléments en plus si besoin. Dernière chose, parce qu'après je pense que sinon on va y passer des heures. C'est ça. Quand on se connaît et quand on a vu, tu parlais au départ de se voir faire, quand on a mis le mot là-dessus, quand on a compris que c'était une tendance qui pouvait nous être néfaste plus que bénéfique, on se voit aller dans le surdétail dans ces situations-là. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive, c'est que du coup, c'est aussi un indice dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je me vois être en train de surdétailler, ça me donne un indice pour me dire « Attention, Émilie, là, t'es peut-être en train de partir dans du perfectionnisme. Peut-être que là, ça suffit, en fait. » Complètement. Et tu vois, parce qu'on l'a dit au tout départ, le perfectionnisme, on s'en débarrasse jamais complètement. En fait, si je parle pour moi, le travail que j'ai fait sur moi depuis quelques années m'a permis de le mettre à distance, alors de l'atténuer quand même très fortement. Mais il y a des réflexes qui reviennent, notamment quand je suis challengée sur... tu vois, là, je te parlais de ma nouvelle mission professionnelle. Ça m'a challengée, donc j'anticipais. Je me suis dit, tu vas bien t'observer faire. À mon avis, les travers vont revenir et ça va être. Et donc, je l'ai plus pris comme un jeu en fait. Tu vois, je me suis dit bon, ça va être intéressant de voir un peu sous quelle forme ça va se traduire cette fois-là et pas louper. Donc, j'ai eu un peu plus de stress à certains moments. J'ai encore passé un peu trop de soirées sur mes premières semaines. Mais je crois que la différence, quand même, c'est que je l'ai accepté aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus, maintenant, si je me vois faire, de m'auto-flageller en mode « Ah bah tu vois, ça y est, c'est reparti, de toute façon, t'es une vraie perfectionniste, tu y arriveras jamais ». Mais c'est plutôt de m'observer en souriant, quoi, en mode « Bon, voilà, et ça c'est fait. Et maintenant, voilà, qu'est-ce que je veux en faire et comment j'ai envie d'aborder la suite. » L'autocritique, elle est très forte quand on est perfectionniste. Je crois que ça, c'est le
Le dernier challenge que j'ai relevé et vraiment qui me met en joie, c'est que je m'accompagne aujourd'hui avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. Je me vois faire, mais je me dis que c'est pas grave, que c'est pas important en fait. Et l'important c'est ça. Enfin, je veux dire, on est quand même la personne avec qui on va passer le plus de temps pendant notre vie. Donc autant se parler gentiment et essayer de regarder aussi ce qu'on peut considérer comme des défauts, comme une part de qui on est. Et je pense que ça permet aussi de dédramatiser et de travailler sur soi, le fait de donner moins de poids à tout ça. J'adore vraiment ce côté ludique que tu as donné, à ce travail-là et le fait de se dire qu'en fait, on n'est pas en train de s'ajouter une nouvelle injonction et de se dire « Oh là là, faut surtout pas être perfectionniste ». C'est surtout de dire, comme tu dis, c'est une part de nous et qu'on peut en jouer, on peut rendre ça léger. On peut en tirer profit aussi à certains moments en la transformant en douce exigence et ouais, de pouvoir en rire un peu comme si un petit jeu avec notre perfectionnisme, de dire « Ah, je t'ai empêché d'agir là, là, merci perfectionnisme aussi parce que là tu m'as bien aidé ». Enfin, j'adore l'idée de rendre ça drôle quoi. Et en plus ça peut être aussi moins culpabilisant et moins vertigineux que de se dire je dois tout lâcher, il faut que je le combatte ce perfectionniste, etc. C'est plus ce qu'on a dit au début de l'épisode, c'est plus l'apprivoiser, en faire son ami en fait. Dire t'es là, tu fais partie de moi, tu fais partie de ma vie, je vais essayer de faire en sorte que tu débordes pas. C'est complètement ça. En fait, moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne que je suis là pour les aider à développer des compétences vers plus de lâcher prise. Mais l'idée c'est pas de se transformer complètement et de devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt de prendre de la distance, c'est ce qu'on disait avec cette exigence qui est pas toujours saine, pour pouvoir amener plus de douceur dans son quotidien en fait. Je crois qu'on peut s'arrêter là, j'aime trop cette fin. Super. En tout cas Gaëlle, si les personnes qui nous écoutent ont envie de te suivre, de te retrouver, de se faire coacher, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors ils peuvent me retrouver déjà sur mon podcast qui s'appelle Génération Perfectionniste et ils peuvent également me trouver sur Instagram. Mon compte porte exactement le même nom, Génération Perfectionniste. Super. Eh bien, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, cet épisode, d'avoir échangé sur ce sujet qui t'est cher. Merci à toi, Émilie. C'était vraiment un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et sur Spotify, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Vous pouvez sinon m'envoyer un petit mail à contact@mestrucsdeprof.fr. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.